Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre nouvelle édition du podcast Gotchard, votre balado d'information automobile. Je suis très heureux de vous retrouver après un délai peut-être un petit peu trop long, mais quand même, je suis très content de vous retrouver. Cette semaine, on vous parle de plein de trucs. Je vais entre autres vous parler de la situation de VinFast au Canada, mais surtout, je vais vous parler d'un essai un peu particulier, celui du gros BMW XM. Moi, de mon côté, je vais vous parler d'un essai, et oui, de mon essai de la Nissan Sentra 2023 que j'ai eu la chance de faire la semaine dernière. Je vais aussi vous parler, comme d'habitude, de quelques petites actualités un peu loufoques. Entre autres, est-ce qu'il y a un lien entre les cours de conduite et la sécurité sur la route? Des petites nouvelles, des électriques de Subaru et quelques autres affaires. Je vous réserve la surprise. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, on est de retour après quelques semaines un peu mouvementées de notre côté dans notre vie plus personnelle. De mon côté, je m'en cache pas, j'ai pris des vacances. Ben écoute, c'était quand même une bonne raison, là. Aller en Italie, il faut le dire, ça valait la peine. Ouais, comme je disais, les trois mots les plus importants dans ma vie récemment ont été pasta, pizza et Aperol Spritz. Mais bon, Ça, c'est 2 mois Aperol Spritz, là, je veux pas être plate. je l'ai mis ensemble. Je trouvais que ça fitait mieux ensemble. Parfait. Ben écoute, moi de mon côté, j'ai quand même une bonne raison aussi, hein. Je complète en ce moment ma maîtrise, il faut dire. Donc j'écris mon mémoire, je suis dans les derniers détails. Donc je pense que c'est aussi une assez bonne raison, mais je suis quand même content de te retrouver là pour parler d'auto aujourd'hui. Oui, puis en fait, une semaine assez chargée parce que, ben, évidemment, tu nous amènes des affaires un peu particulières. On va y Comme revenir d'habitude, hein. comme d'habitude. Moi, je vais te parler d'un essai que j'ai réalisé la semaine dernière et honnêtement, c'est un essai exceptionnel. C'est la BMW XM. Pourquoi c'est exceptionnel? Bien sûr, par le véhicule lui-même, mais par l'histoire qu'il représente aussi. Bon, tu sais que la division M chez BMW, c'est la version de performance, un peu comme AMG chez Mercedes. Donc, on va avoir des véhicules comme des séries 3, la 325, la 330, 335, et on va avoir une M3 qui, elle, va être le summum en termes de puissance. On a ça dans la série 5, dans la série 4. Bref, on l'a un peu partout. Mais il y a eu des modèles qui n'étaient que des M. Donc, des véhicules qui n'avaient pas de contrepoids plus économique, si tu veux. Le premier, et même le seul jusqu'à maintenant, c'était la M1, qui était de mémoire au début des années 80, peut-être un peu avant. Donc, ça fait quand même longtemps. Et pour célébrer justement le 50e anniversaire ou à peu près de ça, ben, on relance cette année la version M avec le XM. XM, ben écoute, X, tu le sais, c'est vrai dans toutes les déclinaisons du monde. Ça veut dire VUS, hein, ça veut dire utilitaire sport à rouage intégral. C'est tout à fait exact. Et dans ce cas-ci, c'est un gros utilitaire sport qui fait plus de 5,1 mètres de longueur. C'est vraiment assez gigantesque. 5 passagers, cependant. Il y a plusieurs particularités à ce véhicule-là. La première, bien entendu, c'est que c'est un hybride branchable. Donc, un véhicule qui, à la fois, bien sûr, mise sur un moteur à essence puissant et sur une assistance électrique. Parce que là, je vais parler plus de l'assistance électrique parce que, en tout cas, moi, je soupçonne qu'on a voulu utiliser le moteur électrique surtout pour le rendre plus puissant. Je m'explique. On a quand même un moteur V8 4.4 litres, 483 chevaux, 479 livres-pieds de couple, évidemment, un moteur turbo extrêmement puissant qui est assez surprenant, en fait, que l'on connaît déjà. Sauf qu'on l'a jumelé à un moteur électrique qui, lui, de son côté, dégage 194 chevaux, 207 livres-pieds de couple. Tout ça mis ensemble, ça nous amène à 643 chevaux, 590 livres-pieds de couple, une puissance incroyable. Pour te donner une idée, on est capable de faire le 0-100 en 4,3 secondes avec un véhicule qui pèse la bagatelle, oserais-je te dire, de 6000 livres. Quand même. Ouais, c'est ça. Si tu veux, je vais te transposer 100 kilos pour que tu comprennes. En 2750 kilos.
Ben oui, je le sais, William. J'aime ça de taquiner. On utilise les mètres. Non, mais j'essayais de savoir. J'utilisais les mètres à l'école, mais les kilos, je suis quand même plus familier avec les livres. Ça me parle plus les livres que les kilos, même étant jeune. Mais bon, c'est une autre discussion. Mais tout ça, regarde, je veux dire, moi, je mesure 5 pieds 7. Je mesure pas 1,72 m. Mais on calcule en kilomètres, hein, en kilomètres heure et tout. Donc, non, il y a pas de sens. On met son four à 350. Faut pas chercher. Faut pas chercher. Exactement. Alors, tout ça pour dire que donc, plus de 6000 livres, mais 0-100 en 4,3 secondes, c'est incroyablement rapide. C'est l'équivalent d'une voiture sport, littéralement. Évidemment, tu vas me dire qu'au niveau des voitures électriques, maintenant, on a des 0-100 en bas de 3 secondes, c'est vrai. Mais là, on parle d'un gros véhicule. Un véhicule énorme. Véhicule qui est conçu pour une conduite dynamique en plus. Boîte automatique 8 vitesses avec des palettes au volant. On a bien sûr des suspensions que l'on peut adapter en fonction du mode de conduite que l'on va sélectionner. On a des modes de conduite que l'on peut programmer au volant avec des espèces de palettes M1 et M2 là, qui vont maximiser tout ce qu'on peut faire. On peut décider de la réponse de la transmission. On a même un bouton qui détermine la longueur des rapports de transmission. Donc, le temps passé entre chaque changement de vitesse, on peut le raccourcir ou l'allonger, ce qui permet d'avoir vraiment des performances exceptionnelles. Alors, ça nous amène à une conduite qui est vraiment incroyable, qui est vraiment rapide, qui est vraiment dynamique. Quand tu es dans une zone de trajectoire un peu plus mouvementée, ce véhicule-là reste d'une stabilité incroyable. Les suspensions s'adaptent à tout ça. Le bémol, c'est que les suspensions ont été conçues pour une conduite dynamique, ce qui fait que quand je vais te voir chez vous sur ta route qui n'est pas nécessairement très bien entretenue, je ressens un peu les affres de ces suspensions-là qui ne sont pas nécessairement tournées vers le confort. Donc, ça, c'est probablement un des défauts. Deuxième défaut, mais en est-ce vraiment un, c'est le prix. On parle d'un véhicule dont le prix de base est de 220 000 $. Comme c'est un véhicule allemand, ça vient avec une longue liste d'options disponibles. Dans mon cas, le véhicule valait aux alentours de 250 000. Ça commence à être de l'argent pas mal. Bien sûr, tu me diras que c'est un véhicule exclusif. C'est littéralement un VUS exotique au même niveau que les véhicules, limite, je dirais presque les Lamborghini et autres Ferrari de ce monde qui arrivent avec des VUS. Là. Pour moi, ça se classe à peu près dans la même catégorie. L'intérieur est évidemment totalement confortable. Les sièges offrent un support incroyable. Le dégagement aux places arrière et aux places avant est sans reproche. Même toi, tu aurais eu de la place en masse. Vraiment. Tout est là pour rendre les choses faciles. Bien sûr, il y a des éléments qu'on n'avait pas. Là. Il n'y a pas d'écran à l'arrière. C'est une option, on aurait pu l'avoir. Mais on ne l'avait pas dans notre cas. Par contre, il y a des éléments aussi qui étaient là, que tu connais bien chez BMW, entre autres le fameux système d'infodivertissement, qui demande un petit peu de recherche et de pratique pour être maîtrisé facilement. Il est assez complexe, hein? Ça ressemble à une tablette. Moi-même, je veux dire, qui est assez à l'aise avec la technologie. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'options. Je peux pas imaginer, genre, ma grand-mère, là, essayer de rentrer là-dedans puis set-up son siège, là. Je vais être franc avec toi, je peux pas imaginer ta grand-mère conduisant ce genre de véhicule-là non plus. Mais ça, c'est un tout autre débat. Mais n'empêche que même quelqu'un qui est pas à l'aise avec la technologie, peu importe si c'est un grand-parent ou pas, on s'entend qu'il faut quand même aller à travers énormément de menus. Là, je l'avais essayé là sur la iX, entre autres. Là. Ouais. Il faut aller à travers énormément de menus juste pour être capable de justement changer les paramètres de son siège. Là, j'exagère à peine. Effectivement, et d'autant qu'en plus, il y a toutes sortes de commandes. Évidemment, siège chauffant, siège ventilé, siège massant, avec une dizaine de choix possibles. Là. Ça peut être les épaules, le milieu du dos, les lombaires, le corps complet. Bref, on peut faire toutes sortes de réglages. On peut faire toutes sortes de réglages aussi au niveau de l'ambiance intérieure dans la voiture. Donc, on peut changer les couleurs. Il y a des espèces d'actions des couleurs, des lumières on peut changer. Donc, tout ça, on peut modifier ça. Évidemment, un système d'infodivertissement incroyable, système de son Bauer & Wilkins avec une sonorité impeccable, bien sûr, totale compatibilité Apple CarPlay, Android Auto. Tu sais, là, vraiment, tout est là au niveau de ça. Au niveau des technologies à proprement parler, tu as toutes les technologies de sécurité. J'en parle même plus parce que c'est devenu presque un standard sur des véhicules de cette nature-là. Un bon espace de chargement. Tu sais, l'ensemble VUS, je te dirais, est assez bien réussi.
l'ensemble performance est définitivement bien réussi. Il faut quand même que je te parle de la capacité électrique parce que c'est un hybride branchable. Donc, clairement qu'il y a quand même une capacité électrique. On parle d'une batterie qui fait 29,5 kWh. C'est pas très gros, tu le comprendras. Ça prend à peu près 3 heures de recharge sur une borne comme celle que j'ai à la maison, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Et BMW nous annonce une capacité de 50 km en mode 100% électrique. Je t'avoue que ça, j'ai même fait 63 km. Ah, quand même. Alors, j'ai été raisonnable. C'est pas dans ce sens-là. Ouais, c'est ça. J'ai été raisonnable et gentil. Bien sûr, ça se fait facilement. Mais c'est vraiment ce mélange-là entre la performance, l'électrification, le luxe, le confort. C'est absolument incroyable comme véhicule. Un peu trop extrême, peut-être à mon goût, mais il y a des éléments que j'ai adorés. Bon, oui, bien que ce qui soit partiellement électrique, il y a aussi, je le rappelle, un moteur V8 avec un son d'échappement que tu peux moduler. Tu peux même choisir l'échappement sport. Il y a un petit bouton dans l'habitacle, tu pèses dessus et tu as le son de l'échappement sport. Et ça, vraiment, en tout cas, moi, j'apprécie ce genre d'affaires-là. Ça vient me chercher un peu au niveau de vraiment là, des sensations de conduite. Mais c'est des petits détails qu'à ce prix-là, on s'attend. Là. Oui, effectivement, mais n'empêche que si c'était une voiture 100% électrique, comme le iX de BMW, par exemple, mais tu n'as évidemment pas cette sonorité-là. Là, tu profites vraiment de la sonorité du V8 4.4 partagé avec d'autres modèles là, qui est vraiment incroyable. Donc, c'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié dans son ensemble. Il y a quand même des éléments particuliers. Je l'ai dit, la suspension, je l'ai dit, l'ergonomie, qui n'est pas si simple que ça. Et on s'excuse si vous entendez des bruits à l'arrière, là, ça se peut. Et ça se peut aussi que vous entendiez la contribution de Titus, le chat de William. Le chat, notre mascotte officielle. Mais bon, ça fait partie du plaisir. Alors, donc, je disais que c'est vraiment ces deux éléments-là, bien sûr, sont la consommation. Hein, moi, j'ai fait un peu plus que 15,9 litres au 100 de consommation. Ouais, c'est ça. Puis, et encore, c'est en bas de ce que BMW annonce. Parce que BMW annonce une combinée de 17,2. J'ai fait 15,9. Fait que déjà, je me trouvais plutôt gentil. Mais il faut dire que j'ai branché régulièrement le véhicule. Et l'autre élément, ben, c'est le look. J'en ai pas parlé encore. Faut aimer le genre. Écoutez, moi, le mien, il était noir. Okay? C'est un gros véhicule. Monté sur des roues de 23 pouces en plus dans mon cas. J'imagine juste le coût de remplacement de ces pneus-là, ça doit être absolument fou. Mais 315 $, 23 pouces de grandeur, c'est une fortune. Et écoutez, c'est le look, il était noir, puis tout ce qui est normalement chromé était gold. C'est particulier comme look. C'est particulier comme look, d'autant qu'il y a la nouvelle calandre BMW qui déjà fait pas l'unanimité auprès de tout le monde, mais là, en plus, entouré de chrome or, c'est assez particulier comme look. Disons que, mais à ma grande surprise, okay, j'avoue que moi, quand je l'ai pris, là, j'ai eu quelques hésitations. Je n'étais pas convaincu de la qualité de la chose. Finalement, j'ai eu des commentaires incroyables de gens qui aimaient ça. Je suis allé à l'épicerie, là, puis il y a au moins 3 personnes différentes qui sont venues me voir pour me parler de la voiture. Et je suis allé chercher ta mère au boulot, et il y a une de ses collègues de travail qui, sur Facebook, l'a interpellé le soir en disant « Wow, il est juste malade, votre véhicule. » Et pourtant, moi, c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Donc, je pense que c'est vraiment on aime ou on n'aime pas, là. C'est ça. Alors, j'avoue que j'ai été très étonné de ça, mais bon, j'étais très heureux de voir que quand même, ça a pogné. Faudrait poster une photo sur notre page Facebook là, pour qu'on puisse le voir. Ce que je vais faire d'ailleurs, et vous pouvez le voir là, si vous allez dans d'autres sites où on contribue, là, entre autres toute la gamme d'Arsenal Radio, il y a une page auto, ça va être là en fin de semaine. Donc, vous aurez l'occasion de le voir. Écoute, c'est vraiment particulier. Je sais pas, j'ai toujours pas décidé. Le jury délibère toujours à savoir si j'aime ça ou pas, là. Moi, c'est clair, j'aime pas ça, c'est pas mon style, là, mais l'affaire, c'est que, visiblement, ça pogne, tu sais, donc, j'ai peut-être tort, mais c'est pas mon style, C'est une question de goût, hein, oui, c'est ça, absolument. Hein. Comme je dis toujours, moi, je me regarde dans le miroir et je me trouve beau, alors, c'est vraiment une question de goût quand on parle de ce genre d'affaires-là. Voilà, alors donc,
un véhicule BMW XM, un véhicule d'exception, un véhicule incroyable à conduire, qui a une conduite dynamique spectaculaire, mais ça vous prend $250 000 pour être capable de vous le procurer. C'est peut-être, bien sûr, écoute, c'est ce que j'aime de mon métier. J'ai l'occasion d'essayer des choses que normalement je ne me payerais pas. Mais ça méritait quand même l'essai, là. J'avoue que j'ai beaucoup apprécié. Moi, tu vois, j'essaye un véhicule qui est à peu près 10% du prix de celui que toi, tu viens de nous parler. Oui, t'es effectivement là-dedans, toi. Hein? Oui, effectivement, la Nissan Sentra, j'avais la version SR là, avec CVT, donc qui part à 25 500 à peu près, avec les frais et tout, bien sûr, là, qu'il faut rajouter. 25 000 $, c'est à peu près 10% de ce qu'il faut pour la BMW. Mais honnêtement, j'ai été surpris de la finition, j'ai été surpris quand même de tout ce qu'on peut avoir là, pour 25 500 plus frais, plus taxes et tout. Là. Mettons qu'on commence par le moteur. On parle d'un moteur 4 cylindres de 2 litres de 149 chevaux qui fait 146 livres-pieds de couple. Soyons honnêtes, on se roule pas à terre là avec un moteur comme ça. Mais franchement, ça fait la job. Je vais pas tout de suite spoiler l'essai de la Versa que je vais faire la semaine prochaine, mais disons que les quelques 30 chevaux de différence entre les deux, je suis assez satisfait de les avoir là dans la Sentra. Transmission CVT là, comme je le disais, donc il y avait pas l'option manuelle qui est quand même disponible sur la Sentra, il faut le mentionner, hein, ce qui est assez rare aujourd'hui, on va se le dire. Effectivement, et il faut rappeler que la Sentra que tu utilises, que tu as eue en l'essai, c'est aussi celle qui a donné naissance à la coupe Nissan Sentra. Ce sont les mêmes voitures qui conservent la même mécanique. Hein. Les autres, ils n'ont rien changé, là. Excepté la transmission qui est une transmission de course manuelle, mais puis les suspensions, mais n'empêche que le moteur est le même. Donc, c'est vrai que c'est pas très puissant, mais c'est quand même suffisant pour avoir du plaisir un peu, là, peu importe les conditions. Ah ben absolument, hein. Puis justement, on parlera la semaine prochaine pour la Versa, mais rentrer sur l'autoroute, là, c'est absolument pas un problème. On est capable de prendre, tu sais, de dépasser les gens là, sans trop de problèmes. Surtout moi, à Montréal, on s'entend que parfois les accélérations, faut qu'ils soient rapides là, pour pas être trop dangereux. Tu pars dans le trafic à une voie qui est libre là, donc j'ai quand même été assez satisfait de la tenue de route aussi là, quand même. Donc j'ai pas grand chose à dire au niveau de la conduite. C'est sûr que si tu le compares avec la BMW à 250 000, là, c'est pas quelque chose qui va être extrêmement dynamique, c'est pas quelque chose qui va être, comme je disais, à se rouler par terre, là, ça reste quand même une berline compacte, assez de base, là, si on est honnête, mais consommation, là, on est à la moitié de ce que tu me disais. On est à 7,3 litres combinés, c'est ce que nous annonce Nissan. J'ai fait légèrement plus, là, mais à peine, là, genre 7,5, là. Mais t'as beaucoup d'usages urbains. T'as pas fait beaucoup Oui, d'autoroutes c'est ça, avec. exactement. C'était très urbain, mais n'empêche là, j'ai été assez surpris de voir que je suis arrivé assez proche de ce qu'annonçait Nissan. Honnêtement, l'intérieur, c'est ça qui m'a surtout surpris parce que moi, quand je pensais à la Sentra, tu sais, je savais que c'était l'équivalent un peu de ma Mazda 3 là que je possède là, qui est une 2011, on s'entend, mais tu sais c'est à peu près le même créneau que ça occupe. Moi je m'attendais à une finition assez de base, mais pourtant c'est probablement la version que moi j'avais là, mais j'ai été assez surpris par exemple le volant, les sièges là qui étaient faits dans des matériaux qui étaient agréables à toucher, qui étaient pas cheap là, c'était pas du plastique qui sonne creux. Donc ça à ce niveau-là, j'ai été assez surpris. L'espace aussi pour une berline, quand même pas si mal, là. J'ai pas eu la chance là, de m'installer à l'arrière, bien sûr, mais ça avait l'air quand même pas si mal. La valise aussi, là, ça, y a pas de problème là, pour le coffre, là. Mais j'ai juste un petit bémol. C'est le système d'infodivertissement. C'est toujours ça, moi, hein? Je suis gossant, là. Non, c'est correct. Tu as le droit. En fait, c'est intéressant parce que les gens de ton âge, de ta génération, c'est probablement 70% des raisons pour lesquelles ils achètent la voiture, c'est le système d'infodivertissement. Fait que je suis content que toi, tu en parles.
Ben, écoute, je te dirais que avec le niveau de finition autour, j'ai été étonné d'avoir un système d'infodivertissement qui avait l'air un peu vieux, honnêtement, là. Il avait l'air d'avoir besoin d'une petite mise à jour, là. C'est certain que on doit pas le comparer avec les autres véhicules que j'ai eu la chance d'essayer, là, Ioniq 5, Ioniq 6, les Mach 1 de ce monde, là. On s'entend que c'est pas le même créneau, c'est pas le même prix, c'est pas la même technologie, hein. On parle quand même d'une génération, dernière génération des dates de 2020 pour la Sentra, donc ça date quand même d'une couple d'années, là, la dernière génération. Mais quand même, j'ai été un peu déçu. C'est pas super ergonomique. Les contrôles sont bizarrement placés autour de l'écran. Franchement, c'est ça l'aspect là que je trouve un peu ben voilà, vétuste, si je peux me permettre l'expression. Mais oui, c'est ça, c'est un peu vieux, là. C'est le feeling que ça donne. Parce que après ça, quand on utilise, par exemple, la caméra de recul ou d'autres aspects de sécurité, ben là, ça c'est quand même haut de gamme. Là, je suis obligé de le dire. Là, encore une fois, je reparlerai avec la Versa, qui est pas du tout dans le même créneau. Mais tu sais, par exemple, la caméra de recul a tous les systèmes là, par exemple de proximité, de guidage là, avec les lignes dans la caméra de recul. Pour un véhicule à en bas de 30 000 moi, je trouve que c'est quand même satisfaisant. Les autres options de sécurité, là, on pourrait en parler longtemps, il y en a plusieurs, là, mais je trouve ça quand même assez satisfaisant au niveau de la sécurité. Puis, tu sais, objectivement, c'est un peu superficiel, le système d'infodivertissement. Hein. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, c'est là que beaucoup que tu penses. Tu sais, une fois que tu as conduit, là, puis quand tu es sur autoroute, puis que tu t'en vas à Québec, tu as 2h30, 3 heures de route à faire. La seule affaire avec laquelle tu as à interagir, essentiellement, c'est ton système d'infodivertissement. Le reste, tu as trouvé ta vitesse de croisière, tu maîtrises bien. La direction d'une Sentra, c'est tout à fait correct. Le freinage va très bien. Tu l'as dit, les accélérations sont correctes pour un véhicule de cette taille-là. Donc, ce que tu as à interagir, c'est ça, c'est l'infodivertissement. Ben, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Puis en effet, dans le fond, la sécurité, on interagit. C'est super important. On s'entend que d'un point de vue humain, c'est plus important que l'infodivertissement, mais n'empêche que on va rarement avoir une interaction directe avec les systèmes de sécurité là qui Ouais. existent, même si c'est quand même un peu plus important de se sauver la vie que d'être diverti. Ce qui est quand même une bonne nouvelle. Là. Oui, J'aime mieux jouer avec la radio qu'avec les coussins gonflables, on va se le dire. écoute, je n'ai jamais vu de coussin gonflable de ma vie et je suis heureux. Moi, j'en ai vu et je peux te dire qu'à la vitesse où il arrive, t'aimes mieux pas en voir trop souvent. Ben, c'est ça. Je suis amplement satisfait de juste avoir besoin de délai avec ma caméra de recul. Mais bon, si on conclut sur la Sentra, là, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est un véhicule qu'il faut prendre là, dans son contexte. Je pense il faut voir que c'est un véhicule qui est en bas de 30 000 qui est une berline compacte. Mais dans ce contexte-là, honnêtement, je suis extrêmement satisfait, même si j'aurais peut-être pris un système d'infodivertissement un peu moins vieillot. Mais je suis content aussi que tu mentionnes que, bon, toi, tu avais la version SR qui a un look un peu particulier aussi, là. Il faut le préciser. Mais Oui, il faut préciser que la gamme de prix d'une Versa, pas d'une Versa, d'une Sentra, c'est quand même très intéressant, là. Tu sais, là, on parle là, de la moins chère est à 20 000 à peu près, puis la plus chère est à 27 500, plus transport et préparation comme d'habitude, là, mais euh, il ne reste plus beaucoup de véhicules dans cette gamme-là. Tu sais, c'est techniquement la Versa, oui, on la Versa, la Sentra, la semaine prochaine. c'est ça. Techniquement, la Sentra, elle est en compétition avec un véhicule comme la Honda Civic, dont le prix de base est à 28 000 tu sais, C'est pas comparable, là. On parle de presque 10 000 quand on considère les frais et toute différence, là. Franchement, puis on n'a pas parlé du look, mais tu sais, on s'entend que tout le monde a vu une Sentra, là. C'est un véhicule assez fréquent sur la route, mais tu sais, c'est quelque chose qui fait amplement la job. T'as raison que la version que moi j'avais avait des garnitures extérieures un peu différentes. Selon moi, sont pas nécessaires, là. Sont belles, là, mais tu sais, franchement, je trouve qu'elle a quand même un look ben correct, hein. C'est pas un véhicule qui va être futuriste comme l'Ioniq que j'aime tant, mais quand même, Ioniq 5 plutôt que j'aime tant. Mais bon, dans tous les cas, personnellement, je vous dirais que si vous voulez vous tourner vers une Sentra, là, soyez fort aise, là, si ça vous intéresse puis que vous avez le budget, vous n'avez pas le budget, plutôt pour quelque chose de plus, c'est amplement suffisant. voilà. Alors, mon cher, merci de ton essai. Hein? Euh, Oui.
moi, je vais vous parler de quelque chose rapidement avant que tu passes à tes petites nouvelles qui vont détendre l'atmosphère. Je vais te parler, moi, de la compagnie VinFast. VinFast, tu le sais, c'est la compagnie vietnamienne qui nous a promis depuis 2 ans d'avoir des voitures électriques. Bon, les premières voitures VinFast devraient être livrées. Au moment où on se parle, là, les premiers Québécois devraient avoir reçu leur VinFast VF8. Les premières sont arrivées à Vancouver il y a quelques jours. Donc, on devrait pas mal être en mesure de la livraison. Sauf que ce qui est vraiment particulier, cependant, c'est qu'on ne sait pas trop où VinFast s'en va. On avait promis la construction d'une usine d'assemblage aux États-Unis. Ça devait commencer en fonction en 2025. Or, la construction n'est même pas commencée de l'usine, ce qui pose un problème. La compagnie a perdu 792 millions de dollars dans le premier trimestre de 2023. C'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup. Donc, c'est vraiment assez spectaculaire au niveau de ce que l'on a à choisir du côté de VinFast. Et on ne sait toujours pas comment ça va se dérouler pour la suite. On ne sait toujours pas comment les choses vont aller pour les livraisons. On nous a promis plein d'affaires, mais là, il y a toutes sortes de rumeurs qui disent qu'il y aura seulement 150 véhicules disponibles pour le Québec. Si c'est le cas, c'est pas beaucoup parce qu'on avait un programme qui s'appelait VinFirst, là, qui était fait pour aider les gens et pour donner une espèce de côté VIP aux premiers qui commandaient. Or, il y en aurait 250 au Québec qui ont signé VinFirst, mais il y a juste 150 véhicules disponibles la première année. Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes à l'égard de VinFast. VinFast qui avait un bureau complet au Canada, maintenant a abandonné tout ça. Il ne reste qu'un seul employé à ma connaissance. Les autres relèvent directement des États-Unis. Donc, si vous avez déjà pris possession de votre VinFast, faites-moi signe. Je serais très curieux d'essayer ça, très curieux de l'avoir. Moi, j'en ai vu plein dans les salons de l'auto, mais j'ai pas eu l'occasion de l'essayer. Et les critiques faites aux États-Unis à l'égard de VinFast, les gens qui l'ont essayé, n'ont pas été particulièrement élogieuses. Donc, j'ai très, très hâte de pouvoir mettre la main au volant de ce véhicule-là pour me faire une idée par moi-même et pour voir si effectivement la compagnie qui entre en bourse le 20 juillet va vraiment avoir un avenir ou pas. Je pense que ça va se jouer au cours des prochaines semaines. C'est quand même drôle parce que depuis que c'est sorti dans les nouvelles, cette histoire-là de VinFast qui vient au Québec, t'en parles puis t'es sceptique, donc faut croire que jusqu'à date tu sembles avoir raison. On verra au cours des prochaines semaines. Ben, écoute, le problème, en fait, c'est que beaucoup de compagnies ont décidé de se lancer dans la fabrication de voitures électriques parce que c'est relativement facile. C'est-à-dire que le moteur et la batterie, c'est à peu près toujours les mêmes. Hein? Donc, ce qu'on change, c'est l'enveloppe. Donc, il y a eu plein de petites startups qui ont décidé d'améliorer ici et là certains éléments, mais ça prend des sous pour faire ça. Parlez-en à Tesla qui a réussi à s'en sortir et qui s'en sort assez bien, mais qui a eu sa part et plus que sa part de problèmes et qui continue d'en avoir. Donc, ce ne sera pas évident pour une nouvelle compagnie d'arriver là-dedans, surtout quand, comme VinFast, qui avait décidé au départ qu'ils vendaient la voiture, mais qui louaient la batterie, qui ont décidé que maintenant la batterie était comprise dans la voiture. Bref, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité. J'ai hâte de voir les premiers VinFast sur la route. Moi, donc. Hey, on parlait de BMW plus tôt dans l'épisode, là. Mais déjà, BMW, c'est assez francophone, mais même, on prononce pas du tout le nom de la marque correctement. Je sais pas si tu savais. Ben, ils ont fait, voyons, je me souviens plus du nom de la firme, là. Select Car Leasing, voilà, au Royaume-Uni. On fait un sondage avec 1000 personnes là, au Royaume-Uni et ils se sont rendus compte que 95% des gens prononçaient ça en anglais BMW. Ce qui est correct. C'est ce qu'on se dirait, mais officiellement, la compagnie ne veut pas qu'on l'appelle BMW ou BMW. Parce que, quand même, la compagnie, c'est Bayerische Motorenwerke. Hein, mon allemand est un peu rouillé, mais voilà. Donc, vu que c'est de l'allemand, il faudrait pas le prononcer BMW, parce que c'est pas du français, il faudrait le prononcer BMW. Uh-huh. C'est comme ça que la compagnie veut qu'on le prononce à l'allemande. Dans toutes les langues, donc peu importe la langue qu'on utilise.
Ben, je vais continuer BMW, je vais être franc avec toi. Je m'excuse, je n'épelle pas un wagon V-A-G-O-N, mais bien W-A-G-O-N. Ça va demeurer BMW. Je suis désolé de décevoir mes amis germaniques, là, mais ça va rester BMW. En tout cas, tu le sauras maintenant, la compagnie est en désaccord avec toi. Ça ne sera pas la première fois qu'une compagnie est en désaccord avec moi, je te dirais. Ben, il y a aussi Audi, hein, Ouais, n'est-ce mais pas? ça, c'est comme de prononcer Porsche en anglais. Euh, puis, Ouais, les autres prononcent à la fin Porsche. c'est ça, Porsche, Jaguar. Ça, c'est anglais! Ouais, c'est british, mais là, tu essaies de le prononcer comme eux autres, oublie ça, je suis jamais à bonne place. Bref, voilà. Mais, du moins, BMW, ils sont très clairs sur les directives. Et Hyundai, est-ce qu'on prononce Hyundai? 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 Honnêtement, c'est une bonne question. Premièrement, faut savoir si la compagnie a elle-même des règlements par rapport à ça. Et deuxièmement, faudrait voir c'est quoi en coréen. Mais bon. Voilà. Mais bon. Après ce cours accéléré de linguistique. Oui, exactement. Exact. Ben moi, j'ai aussi parlé d'autres choses. Là, on va juste parler de linguistique, mais aussi de sécurité sur la route. J'aime bien ça, les petites études là comme ça, comparatives. Là, tu me connais. D'après toi, c'est où les endroits qui sont les plus sécuritaires sur la route si on prend là, comme mesure là, les morts par 100 000 habitants dans des accidents de la route? Oh, mon Dieu, les endroits. Moi, je te dirais, chez nous, on doit être pas mal sécuritaire. Je dirais les pays scandinaves, en général, doivent être pas mal sécuritaires. Puis à l'inverse, où est-ce que c'est le moins sécuritaire selon toi? L'Inde, probablement. Les pays comme ça, là, les pays où Une Écoute, grande densité? Grande densité de ouais, population? grande densité de population, beaucoup, beaucoup de véhicules et un mix de véhicules. Des vélos, des scooters, Tu sais, je suis déjà allé au Maroc, là, puis je me suis fait intercepter la route par un scooter et une charrette avec un âne en plein milieu de Casablanca. C'est sûr que ça pose un autre problème quand on vient de temps de Ben, écoute, tes impressions sont quand même correctes, là, selon Gulf Oil. Ok, je vais être très honnête, je déteste le fait qu'on utilise les études d'une compagnie de pétrole, mais bon, c'est intéressant. Si on regarde, là, on a pas mal les pays que tu as mentionnés dans le top 10. Donc, les pays, nous, on n'est pas là. Étonnamment, ni les États-Unis. On est un petit peu en dehors du top 10, mais pas vraiment. Mais si on regarde le top 10, on a effectivement les pays scandinaves. Donc, on a l'Islande, la Norvège et la Suède qui se classent là, 6e, 4e et 3e. On a aussi beaucoup de pays européens, l'Irlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. On a le Japon qui se classe 5e. OK. On a la Suisse qui se classe 2e. Ah, ben Et oui. le pays où c'est le plus sécuritaire, avec seulement 1,69 morts par 100 000 habitants par année, c'est Singapour. Pour vrai? La petite cité-État en plein milieu de l'océan, là, c'est là que c'est le plus sécuritaire. Et si on regarde les pays duquel c'est proche, ben effectivement, ton impression est encore pas mauvaise parce que si on va voir le flop 10, donc les 10 pays où c'est le plus dangereux à travers le monde de conduire, on retrouve en 10e position la Chine, 9e le Pakistan, 8e l'Inde, 7e le Liban, 6e le Bangladesh, Koweït, Jordanie, Afghanistan, puis les deux pays où c'est le pire là, de loin. On parle d'un bond de 10 points entre, point 10 morts par 100 000 habitants entre les 3e et 2e sur le classement. Donc, c'est le Vietnam et la Thaïlande avec près de 30 morts par 100 000 habitants par année. Wow. Écoute, entre le 1 point quelque chose du meilleur et 30 du pire, c'est énorme comme différence. Oui, puis nous, on est autour de 4, là, si vous vous posez la question. Un peu en bas, là, 3,80 quelque chose, là, environ. Donc, on n'est pas loin du top 10. On est très loin du flop 10. Mais là, la question, c'est est-ce que ça a un lien avec
quoi que ce soit à cette sécurité-là sur la route. Par exemple, est-ce que ça a un lien avec les cours de conduite? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on nous a dit. Si c'était pas illégal, c'était plutôt c'était pas obligatoire de ne pas faire de faire ses cours de conduite. Ensuite, c'est devenu obligatoire de faire ses cours de conduite. On disait pour des raisons de sécurité, mais est-ce que c'est vraiment ce que les données montrent? Étonnamment, non. C'est bizarre, hein? Non, il n'y a pas de lien entre les cours de conduite et les résultats. Absolument pas. Si on va voir les pays avec les tests théoriques les plus difficiles, écoute, la métrique, c'est le nombre de questions. Je sais pas si c'est vraiment une bonne métrique sur la difficulté, mais bon, les deux premiers pays, c'est la Chine et le Japon, qui sont ex-aequo. Mais tu m'as pas dit que la Chine était dans le top 10, dans le flop 10, je te Et dirais? le Japon dans le top 10, oui, absolument. Donc, la Chine est un des plus dangereux, le Japon, un des moins dangereux. Pourtant, les deux se retrouvent à avoir le même nombre de questions. Si on regarde aussi les pays où on n'est pas obligé d'avoir de l'expérience pratique pour passer son permis, on retrouve des pays, par exemple les États-Unis, hein, d'un point de vue fédéral, c'est pas obligatoire. On retrouve des pays aussi super sécuritaires de conduire, par exemple les Pays-Bas, la Finlande, Singapour même, la Suède, donc 4 pays qui étaient dans le top 10. Le Royaume-Uni aussi, donc 5 pays, la Suisse, 6 pays, donc presque tous n'ont pas besoin d'avoir de l'expérience minimale de conduite, mais il y a également le Vietnam, le Bangladesh et plusieurs autres pays, le Pakistan, entre autres, qui sont dans les 10 plus dangereux, donc vraiment aucune corrélation. Ben non, écoute, je suis un petit peu très étonné de cette gestion-là parce que on nous a toujours présenté, d'abord, on nous a présenté la Suède et ces pays-là comme étant parmi les pays les plus exigeants au niveau de l'obtention du permis de conduire et des cours à suivre avant. Et là, tu me dis qu'ils n'ont même pas obligé d'avoir de l'expérience préalable. Je suis vraiment étonné, là. Vraiment, vraiment étonné. Puis si on regarde après le nombre d'heures obligatoires dans les pays où c'est obligatoire, on a la Chine qui se ramasse quand même dans le top 8 avec 35 leçons obligatoires. Donc, il semble vraiment pas y avoir de lien. C'est aussi la Chine, un des endroits où c'est le plus difficile de passer son permis de conduire. Le Bangladesh, un des endroits où c'est le moins difficile de passer son permis de conduire. Puis pourtant, quand on regarde les chiffres, le Bangladesh est à 16,64 et la Chine est à 15. Wow, OK. Donc, l'endroit le plus difficile et l'endroit le moins difficile sont presque pareils en termes de sécurité sur la route. Puis, ça va contre toutes mes intuitions, cette petite étude-là. Puis, je sais franchement pas quoi en penser. Ben, écoute, moi, je veux continuer de regarder parce que je suis vraiment surpris de la façon dont ça se passe parce que, honnêtement, j'étais persuadé qu'il y aurait un lien direct entre la qualité de l'enseignement préalable et la difficulté à avoir un permis de conduire face aux résultats, mais il semble que non. On Je suis un peu cru. Oui, effectivement. Mais bon, j'ai parlé des États-Unis, hein, un endroit où la loi ne semble pas exister à certains égards. C'est un peu des vieilles nouvelles parce que je voulais en parler là avant tout ce qui s'est passé, un petit problème technique. Mais rendu là, je pense que ça vaut quand même la peine d'en parler. Ron DeSantis, avec qui je suis rarement d'accord, là, on va se le dire, a quand même eu une idée fantastique. Il s'est dit, hey, tu sais, on mine des choses, ça fait beaucoup de déchets. On pourrait les utiliser pour construire des routes avec les déchets miniers, hein? Ben, je dis qu'il est pas bête, là. Je veux dire, dit comme ça, c'est pas bête. Mais les déchets miniers sont remplis de radium. Ah ouais? Fait que finalement, on va avoir des routes vertes parce qu'elles vont être radioactives. C'est ça le point, là. Exactement. Écoute, c'est un sous-produit là de la production d'engrais qui est rempli de radium. C'est du phosphogypse. Puis ce serait à peu près 1 milliard de tonnes en ce moment de phosphogypse qu'il y aurait en Floride, avec 30 millions de nouvelles tonnes qui sont générées chaque année. Donc ça, c'est bien sûr un déchet qu'on peut pas faire grand-chose avec. Mais là, Ron DeSantis s'est dit, ben, on va faire de quoi avec? On va le mettre sur des routes près de cours d'eau. Bien sûr. Comme ça, on va être sûr que non seulement les automobilistes vont être malades, mais tous ceux qui touchent à l'eau vont l'être aussi.
Exact. Donc, si jamais vous, malheureusement pour nos snowbirds, hein, si jamais vous allez en Floride l'an prochain, buvez pas l'eau, amenez-la d'ici parce que ça se peut qu'elle soit contaminée au radium. Là, j'ose espérer qu'il y a un minimum d'inspection qui est faite avant de faire ça, là. Selon Non, la je dirais législation pas. de DeSantis, écoute, vous irez voir par vous-même le texte de législation parce que c'est comme ils disent en anglais, du legalese, là, c'est pas super clair, là, mais j'ai été plutôt étonné du manque d'inspection et de vérification quelconque, et c'est d'ailleurs ce que les groupes environnementalistes ont eu comme argument principal, et j'ai de la misère à être en désaccord avec eux. Ouais, non, je comprends. Je t'avoue que Sur c'est un un peu sujet, étonnant. sur un sujet peut-être un peu plus, disons, joyeux au niveau environnemental, Subaru, hein, qui était jusqu'à date, disons, pas le plus gros joueur de l'électrique, mettons ça comme ça, c'est l'euphémisme de l'épisode, euh, Ouais. nous promet quand même des gros changements. Encore une fois, c'est des nouvelles qui datent du mois dernier, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui. Là, ils ont annoncé qu'il allait y avoir 4 nouveaux modèles électriques qui allaient venir ici d'ici 2026. Il faut dire que pour le moment, il n'y a pas vraiment de choix électrique, ni même hybride branchable chez Subaru. Il y a le Solterra. Hein, si vous voulez du 100% électrique, il y a le Solterra. Et c'est pas mal ça. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est que d'ici 2026, là, il y aurait 400 000 véhicules par année qui seraient produits dans les véhicules électriques là, qui seraient produits par année dans les usines japonaises de Subaru. Donc, quand même, c'est assez... 400 000 véhicules, c'est quand même... Disons, ils voient grand. Oui, il voit grand, mais il serait temps qu'ils nous sortent des nouveaux modèles qui vont justifier ça, parce que on s'entend que pour dire, comme tu l'as mentionné, jusqu'à maintenant, il n'y a que le Solterra, qui en fait est une fabrication Toyota. Ben, écoute, ça va sûrement être d'autres fabrications Toyota comme ça, en partie. On s'attend à ce que ça fasse d'autres fruits de cette collaboration, comme ils le disent si bien. Il y a aussi un modèle qui commence à battre de l'aile chez Subaru, hein. Si on regarde le site web de Subaru Canada, du moins, la Legacy a perdu toutes ses versions, sauf la version GT. Donc, pour 2024, il reste simplement une version. Écoute, Sérieusement? pour moi, absolument, oui. Wow. Il reste juste Okay. une version, c'est la Subaru Legacy GT maintenant, la Legacy de base n'existe plus, donc ça augmente le prix et je suis pas devin, mais ça augure mal là pour le futur du modèle et d'après moi, ce serait un des modèles qui va être remplacé par un véhicule électrique ou du moins électrifié là d'ici moins de 2 ans, je dirais. Là. Effectivement. Ben OK, écoute, c'est déjà... je pense qu'on est rendu là pas mal du côté de chez Subaru, là. Du côté de chez Toyota aussi, là. On parle de Toyota parce on le sait, là, il y a un lien très étroit entre les deux compagnies, là. Je pense que les deux compagnies sont rendues là pas mal, là. Ben, parlant du lien avec Toyota, dans le groupe Toyota, il y a une compagnie qui s'appelle Toyoda Gosei, ok? Bien sûr. Et eux, ils font, entre autres, du tissu pour les airbags. OK. Donc, les coussins gonflables. C'est fait quand même là d'un tissu assez résistant, hein? Comme tu disais, ça sort très rapidement. Il faut que ce soit solide. Et quand on fait ça, ben comme dans n'importe quelle production, il y a des retailles, hein? Il y a des parties de tissu qu'on n'utilise pas. Mais j'avoue que je trouve ça quand même intéressant. Subaru, ils ont décidé de faire un sac réutilisable avec du tissu de coussin gonflable. Oh, bonne idée, ça. C'est 25$ canadiens ou plutôt 2500 yens parce qu'il va falloir aller sur le site japonais si vous voulez vous le procurer. Mais j'avoue, ça fait partie de toute une voyons une gamme de produits là faits avec en collaboration avec cette compagnie-là. Donc c'est quand même super intéressant. Je suis triste que ce soit juste au Japon. Ils ont cette fâcheuse tendance Subaru de juste faire des trucs cool au Japon. Et après ça, je vais aller sur le site japonais puis je suis comme pourquoi on n'a pas ça ici? Mais bon, c'est ça. Malheureusement, c'est juste au Japon, mais ça livre ici. J'ai été regarder. Il faut juste payer les frais, si je ne m'abuse. Mais voilà, je trouve quand même le concept intéressant. Puis je pense que ce serait, ça fait partie du concept là disons de manufacturier vert qu'on essaye de nous vendre un peu, à quel point c'est vrai ou pas. J'imagine que seul le temps va pouvoir nous le dire, mais nous montrer que les manufacturiers font pas juste créer des voitures qui, après ça, sont écologiques.
entre guillemets, mais que tout le processus en soi est fait de façon un peu plus verte. Bon, si ça se révèle à être vrai, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher. Maintenant, une invention absolument utopique. Ok, imagine si on était capable d'avoir une voiture qui roulait à l'air. Ouais, ça serait, écoute, moi, je ferais le plein n'importe quand. Ouais, mais écoute, ce serait pas cher, tu me diras, mais ce serait le rêve, hein? Dans le fond, comment ça fonctionne? Mettons qu'on prend l'exemple de la voiture à hydrogène. Le moteur, il fonctionne pas littéralement à l'hydrogène. C'est un moteur électrique comme un véhicule électrique. C'est juste qu'on utilise une génératrice à l'hydrogène pour faire rouler le moteur. Effectivement. Ben là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des gens à l'Université du Massachusetts, à Amherst, qui ont découvert une façon de faire une cellule qui sert de batterie continuelle et qui fait dans le fond, ça fonctionne un peu comme un nuage où c'est avec l'humidité dans l'air qui passe et qui frotte à travers différentes membranes, on est capable de créer de l'électricité de manière continue à partir de l'air. OK, mais à quel niveau? Je veux dire, as-tu besoin d'une batterie la grosseur d'une maison pour être capable d'alimenter un vélo? Hein? Écoute, je pense que le premier truc prohibitif, ça va être le coût. C'est pas décrit, mais ça reste quelque chose d'expérimental. D'après moi, ça va pas être quelque chose qu'on va être capable de faire à grande échelle, là, de manière instantanée. Mais j'ai été quand même assez surpris parce que selon leur étude, ça prendrait quelque chose de près la taille d'un frigo pour avoir de l'électricité pour toute sa maison. Ah, mais donc, ça, c'est raisonnable. Oui, c'est ça. Donc, si on fait à l'échelle que un véhicule risque de prendre moins d'électricité qu'une maison en prend de façon continue, ce serait possible éventuellement. Quand, on sait pas. À quel coût, on sait pas. Est-ce que c'est vraiment possible à grande échelle? On sait pas. Il y a beaucoup de on sait pas. Mais c'est quand même un peu plus fun que de penser qu'il y a des routes qui vont être construites avec des sous-produits de l'engrais plein de radium. Je sens ton intérêt. Mais non, effectivement, tu as bien raison. Écoute, c'est assez utopique, je te dirais, de l'air, mais j'aimerais ça que ça marche, évidemment. Ce serait une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et là, on ne pourrait plus, évidemment, on n'aurait plus besoin de ressources naturelles pour alimenter nos véhicules électriques. Ce serait une excellente nouvelle. Alors, évidemment, de l'air, William, si tu es capable de me trouver cette voiture-là, je suis acheteur. Parce que je te le dis, ce serait la plus belle économie du monde. Ce serait fantastique, hein? Puis je vais terminer avec deux autres petites affaires aussi utopiques. Tu t'as peut-être déjà entendu parler, mais en Finlande, les tickets, là, les contraventions sont basées sur ton salaire. Oui. Donc, récemment, il y a un businessman, Anders Wiklöf, qui a eu une contravention de 130 000 $. OK. Donc, 121 000 € parce qu'il allait 80 dans une zone de 50. OK. Donc voilà, moi personnellement, je pense que c'est quand même pas une mauvaise idée parce que si t'es capable de payer quelque chose à 121 000 €, c'est certainement pas quelque chose genre 300 $ qui va te faire repenser ton comportement. Donc je suis pas contre. C'est dur. Mais oui, c'est dur à gérer, mais j'avoue que 130 000 $ pour rouler 30 km de plus, je l'ai trouvé drôle. Ouais, en terminant, c'est assez violent. Mais là, on va terminer parce que là, je dépasse, là, mais ça, c'est juste moi. Est-ce que, tu sais, ChatGPT, là, on en entend tous parler, là. Est-ce que ça va trop loin de l'intégrer dans son char? General Motors nous a dit en mars dernier qu'il allait regarder les possibilités, mais là, Mercedes-Benz nous dit non, c'est plus qu'une possibilité, là. Depuis le 16 juin, vendredi dernier, il y a des voitures là qui ont le système MBUX qui ont maintenant accès à ChatGPT pour leur système de reconnaissance vocale. Donc, entre autres, tu peux lui demander des destinations, l'information même sur la destination où tu vas, d'autres adresses et autres trucs du genre, ou même l'exemple de la compagnie, c'est qu'est-ce qu'on peut manger pour le souper. Le seul problème, c'est que comme c'est ChatGPT, il va t'envoyer à l'adresse que la compagnie occupait en 2021.
parce qu'il n'y a pas un accès direct. Mais maintenant, oui. D'après moi, ils sont obligés, là, puis je suis obligé de clarifier. Maintenant, avec GPT-4, il a accès à plusieurs plugins qui lui permettent de se connecter sur le web, de faire des recherches sur le web. C'est vraiment sans doute avec ça que Mercedes réussit à faire ça, parce que tu peux pas faire ça avec la version gratuite de ChatGPT qui n'a pas accès à ces plugins-là. Là, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est quand même 900 000 véhicules. On sait que, écoute, ça peut donner une idée. Je sais pas à quel point c'est vrai, ok? Donc, on me corrigera, mais j'ai lu que chaque requête qu'on fait à ChatGPT, c'est l'énergie que ça demande pour refroidir. Là, c'est l'équivalent d'un verre d'eau. Eh mon Dieu, c'est épouvantable. Donc, est-ce que vraiment 900 000 véhicules comme ça qui vont l'utiliser? Écoute, je sais pas si c'est vrai avec GPT-4, je sais pas si c'est vrai avec ce que Mercedes-Benz fait, mais sans doute que ça prend à quelque part de l'espace de serveur puis des trucs de la puissance computationnelle. Donc c'est quand même quelque chose qui est selon moi à repenser. Je pense pas que c'est nécessaire, mais c'est quand même intéressant de penser qu'on va pouvoir demander à notre char ce qu'on peut manger pour souper. Quand ça va rouler de façon locale, j'aurai plus de problème avec ça. Ouais, c'est ça. Et ce n'est qu'un début, à mon avis, parce que tu sais que Google vient de lancer sa propre version, Bard. Bard, oui, absolument. Qui lui, est gratuit et en accès direct sur Internet. Donc, probablement qu'il doit prendre une grande pinte d'eau, lui, à toutes les fois que tu demandes quelque chose. Et il y a déjà Microsoft a le sien aussi, hein. Microsoft sont les propriétaires de OpenAI qui ont ChatGPT. Et ils ont leur propre modèle avec Bing. Avec Bing. Mais il faut savoir que dans l'automobile, il y a déjà plusieurs compagnies qui ont délégué à Google la gestion. Volvo, Polestar, ce sont des systèmes Google qui y a à l'intérieur. Donc, de là à ce qu'il y ait l'intégration de Bard, ce n'est qu'une question de temps, à mon avis. Alors, sur ces belles paroles, mon cher, c'est ça qui met fin à notre émission de cette semaine. Je te remercie de toutes ces recherches. Ça fait toujours plaisir. Et évidemment, bien sûr, on vous invite à vous abonner à notre balado Gotchard sur toutes les plateformes où vous pouvez la trouver, iHeartRadio, les Apple et autrement. On vous invite à nous faire des petits coucou si vous le voulez sur notre page Facebook Gotchard Podcast. Bien sûr, vous pouvez nous envoyer un courriel aussi à gotchardpodcast@gmail.com et bien sûr, allez nous mettre quelques petites étoiles sur les différentes plateformes. Ça nous aide beaucoup au niveau du classement. On s'excuse encore d'avoir été un peu en retard pour ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu et on vous promet qu'on va faire un effort pour essayer d'être plus régulier. Je vous dirai pas dans combien de temps, mais on va essayer d'être plus régulier. J'ai presque mon diplôme. Tu as presque ton diplôme et là, c'est l'été, c'est plus tranquille. Alors, on en profitera. Alors, sur ces belles paroles, mon cher William, je te remercie beaucoup et je te dis à la prochaine. À la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.